Alors bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, ça va. Alors ouais, j'ai pris cette vidéo sur mon lieu de au travail en fait, un formidable musulman qui faisait sa prière. Voilà, ces brillants musulmans avec qui les catholiques doivent se réconcilier pour vaincre la judéo-maçonnerie. Bon, je plaisante, je passe au sujet de la vidéo. Donc là aujourd'hui, je vous partage d'une conférence qui a disparu de YouTube de Florian Rouanet, qui date de 2013. Sur le traître de Gaulle en fait, et donc je la republie parce que voilà, j'essaie, comme aujourd'hui il y a toute une flopée de gens qui se disent patriotes ou nationalistes, mieux qu'en fait ont les positions de l'UMP des années 90. Ils se revendiquent très souvent du gaullisme, enfin bref voilà, ils le mettent sur un piédestal, c'est quasiment de l'idolâtrie. Il y a aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de comptes sur le gaullisme en fait. Donc voilà, je voulais contrecarrer cette propagande néfaste et rétablir un petit peu la vérité sur ce sinistre personnage qui était Charles de Gaulle. Sinon sur YouTube il y a d'autres personnes qui en parlent. Il y a, comment s'appelle-t-il, Plon-Cardassac, qui a fait 2-3 conférences sur le sujet de Gaulle. Mais voilà, je republie cette vidéo. Donc il y avait cette conférence qui avait disparu de YouTube. De Gaulle, voilà, dans les grandes lignes, il a pactisé avec Staline, les communistes, pendant et après la guerre. Il a rétabli la franc-maçonnerie en France, et il a aussi, très grave aussi, il a contribué il a participé à l'épuration après la Seconde Guerre mondiale. Alors l'épuration, voilà, ça a été l'extermination de catholiques traditionnels ou nationalistes authentiques. Donc voilà, Florian va développer ça dans la conférence que vous allez entendre. Je suis désolé, le son est éclaté, il n'y avait pas de micro. Mais bon, voilà, je vous partage ça. Bonne écoute et à bientôt. Messieurs, nous allons commencer donc cette conférence qui sera sur les méfaits de Gaulle et du gaullisme. La conférence se voudra plus politique dans un second temps, à partir de la Seconde Guerre mondiale sans doute. En premier temps, je traiterai de la Première Guerre mondiale et de son activité, de l'activité de Gaulle, ou plutôt de l'inactivité pourrait-on dire, puisqu'il a été capturé. Et comme la version officielle, attendez, je sors la mitraillette, comme la version officielle et même la citation officielle n'est pas cohérente avec les divers témoignages qui ont été donnés par les proches de Gaulle ou ses ennemis par la suite, c'est un événement historique qui mérite une analyse objective et pragmatique. Donc je recommande fortement ce livre La capture de Yves Amyot, c'est lui qui a fait le travail. Pour restituer dans le contexte, au début de la Grande Guerre, le jeune de Gaulle a 24 ans. Il est bien vu par l'armée, un brillant élève, de bonne intelligence et de bonne éducation familiale et religieuse, montré comme un amoureux du métier des armes. Et il est surtout remarqué comme quelqu'un de rétif à ses supérieurs. Une chose qui est intéressante puisqu'en 1940, il contestera ses supérieurs, disons le pouvoir légal, et refusera la reddition nationale après sa reddition personnelle lors de la Première Guerre mondiale. Dès le 28 février 1916, au front, le recul était interdit. Sur tout l'effort français était inscrite la même devise: s'ensevelir sous les ruines plutôt que de se rendre. Se rendre était une infamie, même sans espoir apparent de victoire, il fallait continuer de combattre. Le village de Douaumont, sur lequel De Gaulle sera envoyé, était un point clé du front de Verdun. Il a été très bien protégé par les précédents régiments d'infanterie, et c'est un lieu que De Gaulle perdra dès le premier assaut allemand, par la suite. Et pour restituer aussi un peu plus le contexte de la Première Guerre mondiale, il faut remarquer que, à propos de cette hystérie offensive qu'il y avait dans toute l'armée française, le maréchal, ou plutôt le général, il était général à ce moment-là, le général Pétain était le plus humain de tous. Et pour la petite histoire, on a retrouvé une stratégie militaire qui n'avait existé en France que sous Jeanne d'Arc, où l'infanterie, les canons bombardent et l'infanterie occupe. La même stratégie avait été employée par le général Pétain. Donc pour en venir à l'événement, jusqu'ici De Gaulle n'a pas connu la guerre de près, il n'a pas connu de vraie guerre, puisque précédemment il n'est resté qu'à ses devoirs administratifs au sein de l'armée,
Et puis aussi, du fait de blessures, de maladies et de convalescence, il n'arrive au feu qu'en février-mars 1916 à Verdun. Il se rendra en l'espace de 3 jours. De Gaulle est donc envoyé en renfort au village de Dromont, où se trouvait le capitaine Détouche, qui subissait avec son régiment un véritable enfer depuis une semaine. Il est alors heureux d'apprendre cette nouvelle, seulement, voilà, le capitaine De Gaulle arrive bras ballants, tout beau, tout propre, disons, l'air décontracté, et lui faisant de multiples reproches. Comme il n'y a pas de fil de fer barbelé, ni de tranchées organisées, ni d'abri pour les troupes. Et le capitaine Détouche avait beau lui dire et lui faire remarquer que depuis 3 jours son infanterie subissait sans cesse des attaques allemandes et d'une grande violence, et qu'ils n'ont reçu de la part de l'armée absolument aucun outillage. Rien n'y fait, De Gaulle se répète, ce secteur n'est pas organisé. Disons qu'imbibe lui-même, il n'écoute même pas ce qu'on lui dit, le principe de réalité, il s'en tape un peu. Ce secteur n'est pas préparé, mais le capitaine Détouche, le malheureux, il a subi des assauts violents, comme il l'a précisé. Et venons-en à sa reddition. Donc la version officielle, pour revenir, dira que le 2 mars 1916, jour de son baptême de feu, par une violente attaque allemande, fut anéantie la 10e compagnie du bataillon du 33e régiment d'infanterie, donc commandé par le capitaine de Gaulle, par les Allemands. La citation est faite sur foi du rapport du général Boudor, un général qui avait une grande proximité avec De Gaulle et qui même était un ami, pourrait-on dire. Et ce rapport a été signé des mains du général Pétain. Il faut savoir que Charles de Gaulle a toujours été le petit protégé de Philippe Pétain. Le document fait donc passer sa reddition pour valable puisqu'il était en posture d'anéantissement. Et la Légion d'honneur lui sera d'ailleurs desservie. Pareil pour un article officiel, disons, c'est le fils de Charles de Gaulle, Philippe de Gaulle. Charles de Gaulle avait appelé son premier fils Philippe en l'honneur du maréchal Pétain. Il avait donné le même prénom et d'ailleurs Pétain était le parrain de son fils. Son article était titré « En ce temps-là, De Gaulle ». Son article ne dispose pas plus d'éléments, hormis quelques vagues commentaires de son père à table, puisqu'il frôlait le sujet en famille, disons. Mais seulement, donc, cette version, avec un De Gaulle se rendant dans une posture d'anéantissement, est remise en cause par De Gaulle lui-même, dans sa lettre du 26 août envoyée à son père, où il écrit, je cite, « Je ne saurais dissimuler ni aux autres ni à moi-même que cette citation dépasse de beaucoup les faits. C'est un idéal dont je ne me suis guère rapproché dans la réalité. » Même réflexion dans sa lettre envoyée à sa sœur, le 12 mai 1916, où il précise qu'il a été blessé pas trop gravement. Maintenant, les divers témoignages. Celui du soldat Samson Delpech, qui a écrit en 1966 dans le Sud-Ouest Dimanche. De Gaulle était alors président de la République durant cette année. L'article est titré « Un ancien de Verdun, j'ai été fait prisonnier avec De Gaulle ». C'est un agriculteur et ancien soldat, membre de la 10e compagnie du 33e régiment d'infanterie, donc le même dirigé par De Gaulle, où il évoquait donc le cas de Gaulle avec admiration et parlait d'un courageux capitaine dont on ne peut pas le soupçonner d'antigaullisme, puisqu'il avait une grande admiration pour lui. Il écrit plus loin, je cite, « Sous les ordres de notre capitaine De Gaulle, nous avons été obligés de nous rendre, obligés parce que certains voulaient continuer le combat. » Certains des soldats qui l'entouraient. Le témoignage du 11 juin 1906 maintenant, du général Perret, soldat de Verdun aussi. Un de mes amis qui fut prisonnier avec De Gaulle m'a rapporté ceci. Les Boches qui faisaient l'honneur aux officiers français qui s'étaient courageusement battus, de leur rendre leurs sabres pour certaines de leurs manifestations. De leur rendre leurs sabres pour certaines manifestations, comme la messe par exemple. Ne le rendirent pas au capitaine De Gaulle. Celui-ci, croyant en un oubli, le leur réclama sèchement. Les Allemands s'étonnèrent de sa demande, mais, à tout hasard, refirent une enquête sur les conditions de sa reddition. Renseignement pris, les Allemands ne rendirent pas son sabre au capitaine De Gaulle. Maintenant, le témoignage de Paul Casimir Albrecht, l'officier allemand qui a capturé De Gaulle et qui lui-même a écrit un article.
C'est encore lui d'ailleurs qui, lors de la messe, a refusé de lui rendre son sabre. Il raconte la reddition de cette manière. J'ai vu apparaître à la sortie du trou un tissu vaguement blanc. Probablement une chemise accrochée à une baïonnette au bout d'un fusil. J'ai donc ordonné de cesser le feu. Quelques hommes sont sortis et c'est alors que j'ai remarqué l'officier qui les commandait. Tellement il était grand, il paraissait un peu hagard et chancelant. Il a remis lui-même son arme et son ceinturon. Puis il conclut, il s'est rendu comme un lâche. À propos de ce document, le maître Léon-Henri Vallée, c'était l'ancien procureur général sous le maréchal Pétain, l'état français du maréchal Pétain, qui était chargé d'ailleurs de mettre en accusation De Gaulle et la dissidence. Il nous rapporte que De Gaulle a tenté de faire détruire à 6 reprises ce document, alors qu'il avait été déjà copié de nombreuses fois. Et face à tous ces témoignages que je viens de vous donner, l'Élysée n'a jamais opposé aucun démenti, alors que De Gaulle était président de la République toujours. Donc pour conclure, effectivement, De Gaulle, ce n'est pas Joseph Darnan, pour ceux qui ont vu l'hommage que l'on a rendu, et ni Léon de Grelle d'ailleurs. Et c'est un épisode de sa vie indispensable à la compréhension, enfin disons pour comprendre la suite et ses différents abandons, le refus de la reddition nationale, comme je l'ai dit. Et de plus, c'est un déshonneur qui le marqua profondément dans sa conscience. C'est ce qui ressort dans beaucoup d'autres lettres. Je peux vous citer celle du 21 mars 1917. « Mon sort ne présente aucun intérêt puisque je ne suis bon à rien. » C'est De Gaulle qui écrit ça. Du 19 décembre 1917. Il évoque, je cite, « un chagrin qui ne se terminera qu'avec ma vie, et dont je ne pense pas devoir rencontrer jamais d'aussi profond ni d'aussi amer étreint. » 1er septembre 1918. « Quel but puis-je avoir? Ma carrière, me diriez-vous? Mais si je ne peux combattre à nouveau d'ici la fin de la guerre, resterai-je dans l'armée ?» Et il continue, au point de vue militaire, « Je ne me fais aucune illusion, je ne serai moi aussi qu'un revenant. » Donc vous connaissez la suite après ces différentes lettres. La citation officielle du général Boudor signée par Pétain le sauva sa carrière militaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si la vérité s'était sue, De Gaulle aurait subi de la part de l'armée française une sanction très grave, voire même aurait été mis à la porte. Il aurait eu une carrière totalement brisée. Et d'ailleurs, c'est une information que Denis Vamiot qui est intéressante, c'est que les officiers, 80% des officiers comme lui, ne sont pas revenus de la Grande Guerre. Ils ont été portés disparus, certainement tous morts, voilà, tous déclarés morts. Vous m'excuserez aussi le rhume que j'ai attrapé, ça a modifié un peu le timbre de ma voix. Oui, c'est peut-être ça, oui. Alors, donc maintenant, après la Première Guerre mondiale, brièvement, je traite de l'entre-deux-guerres, depuis son retour de captivité en 1919, puisqu'il était emprisonné en Allemagne. De Gaulle a fréquenté assidûment Philippe Pétain, devenu maréchal. Celui-ci intervient en sa faveur durant tout l'entre-deux-guerres. De Gaulle est chargé dès 1921 d'enseigner l'histoire militaire à Saint-Cyr, et il entre au cabinet du maréchal Pétain en 1925, alors vice-président du Conseil supérieur de la guerre. Nous passons maintenant à la Seconde Guerre mondiale. Un aspect intéressant à traiter, c'est les responsables de la défaite et du conflit entre Pétain et De Gaulle, effectivement. Puisque, déjà, d'une part, le maréchal Pétain est nullement responsable de la débâcle, malgré qu'il soit accablé de la chose, comme vous le savez, par nos détracteurs et tous les documentaires actuels. Lui qui accepta de faire don de sa personne à la France, dans des jours sombres, ou la divine surprise, selon Charles Maurras, qui était entré aussi à Vichy. Tandis que la résistance du micro, sur laquelle nous allons venir, parce que résistance est un bien gros mot, a fui à Londres, alors que le maréchal, lui, est resté. Il a été appelé d'ailleurs, appelé par le pouvoir. Et il a accepté, donc c'est un sacrifice. Alors que De Gaulle, comme nous le verrons, sera en fait un arriviste. Il est aussi reproché au maréchal d'avoir signé l'armistice. Seulement, il y avait déjà 1 million de Français qui étaient emprisonnés en Allemagne, donc il convenait dans l'immédiat d'accepter
l'armistice qui a été accordé par Hitler d'ailleurs, et la France c'est le seul pays à qui Hitler a accordé un armistice. Donc on a eu cette chance malheureuse, disons. Et bon, s'il n'était pas signé, ça aurait fait quoi? 3 millions de Français emprisonnés en Allemagne, c'était pas nécessaire. Les vrais responsables de la débâcle sont ceux qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne précédemment. Et d'ailleurs à une Allemagne surarmée. Le Front Populaire, c'est lui qui a déclaré la guerre à cause de l'invasion de la Pologne, c'est la version officielle. Et donc ce n'est pas l'inverse, parce que en discussion en ville, vous pouvez demander à n'importe qui, ils vous diront c'est Hitler qui a déclaré la guerre à tout le monde, dont la France. Non, c'est le Front Populaire de Léon Blum. Les responsables de la débâcle sont la Troisième République, donc, le Front Populaire, je l'ai cité, les loges maçonniques, c'est un point important, et la gauche belliciste de l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez le sujet, mais la gauche pacifiste, quant à elle, était collaboratrice. D'ailleurs, le maréchal Pétain réagira face à eux qui revenaient à la charge en 1940 lors du message du 4 avril 1943 en déclarant, je cite, « Croyez-vous que les méthodes et les hommes qui ont conduit le pays au désastre pouvaient lui rendre sa grandeur ?» Et c'est De Gaulle qui s'alliera avec les mêmes responsables de la débâcle, je vais le traiter ça, et ce sont les mêmes responsables de la débâcle qui sont revenus à la charge lors du procès Pétain. Il y a Henri Coston qui notera « Tel Robespierre avec Louis XVI, il fallait que Philippe Pétain soit jugé traître ». Vous avez aussi sur ce sujet-là le livre intéressant de Jacques Isorni sur Pétain a sauvé la France. C'était l'avocat même de Philippe Pétain et aussi celui de Robert Brasiac. Donc en 1940, c'est le deuxième abandon du combat de la part de Charles de Gaulle, alors que du côté allemand, Guderian et Rommel marchent en pointe à l'avant-garde. De Gaulle reste en arrière au poste de commandement pour faire des comptes rendus. Et c'est ainsi qu'il manque à l'occasion le 30 mai 1940 d'éliminer la tête de pont allemande qu'il était chargé de réduire pour finalement, comme on le sait, fuir le théâtre des opérations en se réfugiant derrière les micros anglais. D'où le surnom de Général Micro. Et point intéressant là aussi, la saga résistentialiste occulte un fait, c'est que ce fut Albert Lebrun, président de la Troisième République, donc ce n'est pas Pétain, c'est le président de la Troisième République, qui signa le 23 juin 1940 le décret de mise à pied de Gaulle pour cause de désertion. Au journal officiel du 24 juin 1940 paraissait ce texte du ministère de la Défense. Par décision ministérielle du 22 juin 1940, la promotion en grade de général de brigade à titre temporaire de Monsieur le colonel d'infanterie breveté Charles de Gaulle est annulée. Monsieur le colonel d'infanterie breveté d'état-major de Gaulle est admis d'office à la retraite par mesure de discipline. C'était cité aussi dans le magazine L'Écho de l'Oranie, numéro 249, si vous voulez vérifier. Donc il n'a jamais été général, en fait, c'est resté un colonel depuis 1940. Il s'est tout simplement autoproclamé général par la suite. Autre chose d'ailleurs, c'est que j'ai remarqué que parfois il signait son nom de Gaulle, DE en minuscule, le D minuscule, comme s'il était d'une particule noble. C'était une volonté d'anoblissement, s'il vous plaît, mais non, c'était un D majuscule. Minuscule, tu veux dire? Majuscule, non. De Gaulle. C'était bon ou mauvais? Je préférais les questions à la fin, pour pas trop perturber le déroulé, l'exposé. Donc le régime de Vichy, qui est une expression que vous avez dû entendre très souvent, est une expression justement de cette saga résistentialiste. C'est plus précisément René Cassin, considérant le régime de Pétain comme, je cite, usurpateur, illégitime, illégal, et traite sous prétexte qu'il y eut la débâcle, l'armistice et sa signature, la collaboration avec l'occupant qui était le vainqueur. Et si vous voulez pas de collaboration avec un occupant, ce qu'il faut c'est ne pas perdre la guerre. Donc je reviens aux responsables de la guerre. Parce que quand une nation perd face à une autre, effectivement, à part la collaboration, il y aura une certaine forme de collaboration, c'est évident. Il est reproché aussi l'abolition de la Troisième République, qui pourtant s'est écroulée toute seule à cause de ses multiples affaires et escroqueries comme l'affaire Stavisky.
pour donner lieu en fait à une république nationaliste. Ça n'a pas été l'abolition de la République, mais de la Troisième République. Effectivement, ce n'était pas la royauté, ce n'était pas non plus une république maçonnique, mais une république nationaliste. Et il s'agit bien d'un régime légal, puisque passé au pouvoir par le vote des anciens du Front populaire à la Chambre des députés, l'État français de Pétain, ou Vichy comme il l'appelle, a été même reconnu par tous les autres gouvernements étrangers, l'URSS y compris, les États-Unis aussi, et je crois que le seul pays ambigu c'est l'Angleterre de Churchill. D'ailleurs Churchill qui avait peu de considération pour Charles de Gaulle, on peut le remarquer lors de leur premier entretien. Il est considéré un peu comme un énergumène, si vous voulez. Et durant l'occupation, comme de Gaulle a toujours été un proche de Pétain et même un petit protégé, on pouvait regretter, comme le colonel Rémy, que l'un n'ait pas été le bouclier et l'autre le glaive. C'était son expression. C'est un résistant qui a abandonné la cause de la résistance officielle à cause des excès de l'épuration à laquelle je vais venir. Mais ce colonel Rémy, visiblement méconnaissait l'orgueil démesuré de Gaulle, qui pour parvenir à ses ambitions avait besoin d'appui, il avait besoin d'alliances avec des réseaux puissants, c'est ce qu'il cherchera directement. Avec l'impérialisme anglo-saxon, les communistes, comme vous le voulez, le communisme judéo-maçonnique aussi, puisque fondé par Karl Marx, et comme vous le savez, Karl Marx était ce qu'il était, d'origine juive et initié en loge. Donc l'impérialisme anglo-saxon, le communisme et aussi les coteries juives, telles que l'Alliance israélite universelle, que René Cassin, que j'ai cité précédemment, présidait de 1943 à 1945, il a été son conseiller à De Gaulle. L'Alliance israélite universelle, j'ai vu que Pierre Hillard émettait des doutes sur la judaïté de Adolphe Isaac Crémieux, puisqu'il est le fondateur de cette alliance, mais il est donc bien juif, il n'est pas protestant d'origine, puisque fondateur de l'Alliance israélite universelle, qui était d'ailleurs un suprémaciste juif, comme l'attestent certaines déclarations que j'ai pu trouver, comme il y en a d'ailleurs pas mal chez leurs intellectuels. Maintenant, à Londres, il existe une forte proximité entre De Gaulle et le pouvoir juif, j'y viens. Dans Le Point du 20 juin 1998, et son article titré « De Gaulle et les Juifs » a traité de la chose, en étant basé sur 3 documents différents. Il s'agit d'abord d'une lettre datée du 22 août 1940, adressée par De Gaulle aux représentants de l'Agence juive et du Congrès mondial juif à Londres, en liaison avec le Congrès mondial juif aux États-Unis. Le 15 juillet 1940, il lui apporte la reconnaissance des organisations représentatives juives. Le « il », c'est Albert Cohen, un écrivain et intellectuel juif. De Gaulle adresse un message de soutien à une grande réunion que voici, je cite, le 15 novembre 1940. Ce jour-là, un grand meeting, vous m'excuserez l'anglicisme, c'est Le Point qui emploie le terme, une grande réunion politique, disons, est organisé par le Congrès juif américain en liaison avec la Fédération américaine du travail, le Comité de défense des droits religieux et des minorités, l'Union des églises pour la paix, voilà, c'est des chrétiens un peu lavettes, ça existe aussi. Il se tient au Carnegie Hall, à New York. C'est le premier du genre. Il s'agit d'élever une protestation solennelle contre les premières lois anti-juives de Vichy du 3 octobre 1940. Troisième document, ou un message adressé par De Gaulle au rabbin Wise, président du Congrès juif américain, à l'occasion du 50e anniversaire de l'émancipation des Juifs de France. De Gaulle y indique que le célèbre décret, c'est l'expression qu'il emploie, à propos du décret du 27 septembre 1791 qui avait accordé des droits civiques aux Juifs sous Louis XVI. Et d'ailleurs, c'était la révolution triomphante judéo-maçonnique, bourgeoise et libérale sur la monarchie qui était décadente. Ils ont gagné face à un pouvoir faible, disons. Le pouvoir de la monarchie qui était faible, ils ont pu prendre le pouvoir. C'est une révolution aussi qui vient de l'étranger. Je vous recommande tout simplement de suivre les interventions et lire les livres de Philippe Loncarnassac, puis il le traite suffisamment. Les principaux instigateurs sont des financiers apatrides
juifs qui résidaient même en dehors de la France. Pour la bonne partie, même judéo-maçonnique, les deux. Hormis le chevalier de Ramsay qui lui était anglo-saxon. De même, donc après le célèbre décret, pour reprendre l'expression de Gaulle, de même que la proclamation des droits de l'homme et du citoyen reste toujours en vigueur et ne peuvent être abrogés par les hommes de Vichy. Il confirme en effet sa thèse selon laquelle les origines et les actes du gouvernement de Vichy, c'est leur expression, sont anticonstitutionnels et illégaux. Vous comprendrez après ces trois documents de qui de Gaulle est-il le larbin. D'ailleurs, tandis que Georges Mandel de son vrai nom Louis-Georges de Rothschild, n'est-ce pas, a refusé à un agent britannique d'être désigné comme chef de la France libre, car il déclare dans ce DVD qui se nomme le dernier été que, en gros, en tant que juif, ça serait un petit peu trop visible, nos intérêts seraient trop pas découverts, donc il ne vaut mieux pas que ce soit moi. Et c'est lui qui va désigner De Gaulle, et le même agent britannique qui est le général Spears, qui avait besoin, disons, d'un chef-faillon français pour pouvoir contrer le prestige et l'action du maréchal Pétain. Donc le général Spears, qui était d'origine juive, est de l'Intelligence Service. Et il faut savoir qu'il est parti débaucher ce colonel arriviste, donc, qui était en fait ulcéré de ne pas avoir été pris dans le gouvernement du maréchal Pétain. Parce que c'est ça qui s'est passé. C'est à partir du moment où il a appris qu'il n'était pas accepté alors qu'il était sous-secrétaire d'État sous Albert Lebrun, qu'il a décidé de foutre le camp à Londres, c'est son expression. Il s'exclama « C'est bon, ils ne veulent plus pas de moi, dans ces conditions, je fous le camp à Londres ». C'est Alfred Fabrelus, dans Le plus illustre des Français, qui le cite. La dite libération et épuration pour De Gaulle sera l'occasion de régler ses comptes. Pour terminer sur la question juive, vous avez Bernard Ludwig, ancien diplomate britannique, qui mentionne dans son livre nommé De Gaulle que, je cite, de nombreux juifs français avaient rejoint De Gaulle à Londres dès la première heure. L'appel du 18 juin viendra à l'appel du 18 juin qui a été drôlement mythifié. Il n'avait que peu d'influence et même les Français qui l'ont entendu pouvaient être séduits par la chose tout en étant des pétainistes. C'était le cas de Joseph Darnan, justement. Et le documentaire télé Maréchal nous voilà, point d'interrogation, la propagande de Vichy de Georges Amat réalisé en 2008, nous rapporte que, je cite, de 1940 à 1944, on trouve toujours 90 à 95% d'avis favorables au maréchal Pétain. Et cette radio de Londres, avec comme porte-parole l'israélite Pierre Dac, et aussi, d'ailleurs Pierre Dac c'est André Isaac, son vrai nom, et le secrétaire du comité exécutif Jean-Louis Crémieux-Briac, qui, en dénonçant, en moquant, en dévoilant d'ailleurs les noms explicitement des curés, des fonctionnaires, des maires, des militaires, tous ceux qui, même parmi les petites gens, étaient favorables au maréchal Pétain, étaient des partisans du maréchal, ou prétendument pro-allemands aussi, et en appelant à la haine et même au meurtre contre chacun d'entre eux, à élever les Français les uns contre les autres, et c'est ce qui fait que cette radio de Londres est la grande responsable des massacres de 44 à 45. Au moins. D'ailleurs, massacre que je ne vais pas tarder à traiter, vous allez voir, on va bien s'amuser. Façon de parler. Et où il est question de patriotisme, il y a Antoine de Saint-Exupéry, quant à lui, qui était sincèrement convaincu que l'entreprise de Gaulle ne pouvait que provoquer des divisions entre les Français et d'inutiles souffrances. Il disait, je cite, « J'aurais suivi De Gaulle avec joie contre les Allemands, mais je ne pouvais le faire contre les Français. » Il me semblait qu'un Français de l'étranger devait se faire le témoin à décharge, et non à charge de son pays. Si je n'étais pas gaulliste, c'est que leur politique de haine n'était pas pour moi la vérité. Et c'est vrai que De Gaulle est aussi l'homme de la guerre civile franco-française. Une chose dont on n'avait pas besoin en plus de l'occupation militaire allemande. Et malgré tout ça, les proches de Saint-Exupéry, il y en a beaucoup qui n'ont pas hésité à rejoindre De Gaulle
comme beaucoup d'autres membres de la Cagoule, dont Philippe Barrès, le fils de Maurice Barrès. Des membres de l'Action française qui, eux, je dirais, se sont trompés à cause du patriotisme, puisque Charles Maurras s'était rallié à la République de Georges Clemenceau lors de la guerre. Et d'ailleurs, une chose assez risible, c'est que Charles Maurras, lui, qui, si vous avez lu ses écrits, était encore plus anti-germaniste qu'antisémite. Il était un anti-germaniste primaire. On l'a accusé lors de son procès de collaboration ou d'intelligence avec l'ennemi, ce qui est assez fort quand même. L'Action française a aussi donné des cadres à Pétain, donc il y a vraiment ceux qui sont allés d'un côté et ceux de l'autre. Comme Charles Maurras lui-même et Xavier Vallat de l'Action française, qui est le responsable du statut des Juifs d'ailleurs, et il a été renié en même temps que Michel Fromentou de l'Action française actuelle, qui avait rédigé un article sur le sujet, comme quoi l'Action française actuelle n'est plus celle d'hier. Et ces gens donc, qui ont rejoint De Gaulle, ces nationaux, disons, n'ont pas compris le problème politique qui se jouait à l'époque. D'une part avec le mondialisme cosmopolite, des démocraties, de la franc-maçonnerie, du bolchevisme de l'époque, et les nationalismes européens qui, eux, défendaient la notion de nation, défenseurs de l'héritage de chacune de leurs nations d'ailleurs, et qui contribuaient à faire vivre les communautés chrétiennes, disons. C'est même le cas du Troisième Reich à ses débuts, puisque le ministre d'État von Papen allemand avait signé avec le cardinal Pacelli, qui est le futur Pie XII, le concordat avec l'Allemagne. C'est pareil pour Mussolini qui avait rencontré Pie XII, c'était des régimes qui avaient, ils ont ouvert grand les portes à l'Église et lui avaient redonné tout son rôle. Maintenant, les méfaits et massacres de la dite libération-épuration. C'est un passage de ma conférence qui est basé sur le livre noir de l'épuration qui a été rédigé par Henri Coston en 1964, à propos de la guerre civile que De Gaulle a lui-même causée. Je commencerai par dire ça. Le 27 août 1941, il déclara à un journaliste du Chicago Daily News « Je m'attends à devoir combattre des Français tout le long de ma route ». C'était du temps où le démocrate chrétien Teitgen, garde des Sceaux de Gaulle, répondait aux communistes qui trouvaient l'épuration insuffisante, je cite, « Messieurs, par rapport à nous, les grands ancêtres étaient des enfants de cœur. » Puis une déclaration ironique ou contradictoire. À ceux qui déploraient la guerre civile, De Gaulle leur répondrait ce mot qu'on lui connaît. « Messieurs, la guerre civile ? Mais où est la guerre civile ?» Donc il le nie même, alors que précédemment, il avoue qu'il devra combattre des Français. Maintenant, on passe aux persécutions. Il y eut beaucoup d'hommes persécutés, même assassinés, parmi les pétainistes, les métiers d'ordre, les religieux, comme je l'ai dit précédemment, souvent après un simulacre de procès, quand il y en avait un d'ailleurs, par la Haute Cour de Justice. Il faut savoir que la Haute Cour de Justice était des tribunaux entièrement factices, puisqu'ils étaient gaullistes. Tout simplement des tribunaux gaullistes, où les jurés étaient tirés au sort parmi une liste des résistants, selon l'ordonnance du 26 juin. C'est idem pour l'avocat, parfois, qui était lui-même un gaulliste. Donc vous imaginez un peu le simulacre de défense qu'il devait y avoir. C'est au fait la mise en place d'une énorme machine judiciaire. Disons qu'ils ont fait mieux que Robespierre, un enfant de cœur, comme il dirait peut-être. C'est pas la Sainte Inquisition, mais l'Inquisition gaulo-communiste, si vous préférez. Les industriels, messieurs Jacquet et Pinguet, alors graciés en haut lieu par le gouvernement, les forces françaises de l'intérieur, les FFI, les ont abattus à coups de revolver dans leur prison. Durant l'occupation du territoire, les usines Renault produisirent de nombreux véhicules sous Pétain, et notamment pour l'armée allemande. Louis Renault, le fondateur, fut arrêté comme collaborateur en 1944 et mourut en prison avant son procès. Ces usines ont été saisies par le gouvernement provisoire et jusqu'à aujourd'hui, aucune indemnité n'a été versée à l'industrie ni à la famille. Il faut savoir, pour la petite histoire, la famille Renault est catholique, tandis que
Peugeot c'est protestant et Citroën c'est juif. Et étant catholique, effectivement, il était propice à être maréchaliste, effectivement. On retrouve un cas similaire de spoliation avec toutes les grandes presses qui ont persisté et ont soutenu Pétain jusqu'en 1945. Après quoi, ils ont retrouvé leurs bâtiments occupés par les faux résistants mais vrais coquins, c'était l'expression d'André Figueras, ont été entièrement spoliés de leur presse qui était leur gagne-pain. Il faut savoir que même après 1945, les déportations ont continué d'ailleurs. C'est ce qui est arrivé à des millions d'Allemands se trouvant à l'étranger. Les nombres s'élèvent jusqu'à 14 millions, il me semble. Et c'est aussi des familles françaises qui ont été déportées au Struthof, par exemple, comme la famille de M. Sinus. À propos des bagnes de l'épuration, selon les livres du journaliste Philippe Saint-Germain publié par Madame Hélène de Suzaret, homme qui a pu voir ce qui se tramait de l'intérieur. Voilà ce qui en ressort de son étude. À savoir, la délation se faisait à tour de bras, et voici ce qu'il arrivait à l'accusé. En premier temps, la fouille. Le futur jugé est mis tout nu, fouillé, et tous ses articles présents sur lui seront perquisitionnés puis jetés. Que ce soit alliance sacrée, souvenirs religieux, photos de famille, distinctions militaires, à la poubelle. S'il tentait de se dissimuler un article, il était frappé virulemment, le but étant d'atteindre le moral pour retrouver l'homme diminué face à ses juges, écriva le journaliste. Ensuite, il était enfermé dans des cellules sales, boulets attachés aux pieds pour y être sous-alimenté, privé de toilette, équipé uniquement d'une gamelle et d'un caleçon. Surveillé nuit et jour par un gardien en attendant son jugement. Là aussi, le courrier était généralement saisi. Je vous passe les humiliations du jugement. Vous avez tout ça dans le livre d'Henri Coston. Après la condamnation, les condamnés sont reliés deux par deux avec de lourdes chaînes placées sur un poignet et une cheville. Aucun traitement de faveur n'était employé envers les militaires, même qu'ils soient généraux. Pareil pour les religieux, qu'ils soient abbés ou monseigneurs. Ils avaient la même punition. Seuls les gens qui étaient des militants politiques étaient d'autant plus punis avec un boulet 2 fois plus lourd ou 2 boulets au lieu d'un. Ces hommes étaient condamnés aux travaux forcés en premier temps et mis au cachot au second temps. Un lieu où ils ne bénéficieront plus de rien à partir de ce moment-là. Aucune promenade, aucune lumière et même la lumière du jour. Ils sont vraiment dans le noir total. Et tout ça, ça a été perpétré par un gouvernement à prétention démocratique, puisque De Gaulle a ces idées qui ont été ralliées, les idées du clan de Gaulle ont été ralliées au clan républicain, aux idées de 1789. Maintenant, on en vient au massacre. Âme sensible s'abstenir. Jean-Pierre Rabel, dans son livre L'âge de Cain, se basant sur des documents médicaux de l'époque, a permis de mesurer l'horreur des tortures infligées par les dits patriotes FFI, FTP et autres. Poils brûlés au briquet, bougies allumées dans l'anus, pointe des seins coupés, dents cassées, brûlure électrique dans le vagin, l'anus, la plante des pieds, coups de barre de fer, section des doigts, arrachage d'ongles, lésions de marche, aux reptations sur du verre, brûlure pour cautériser les plaies, aspersion d'essence et mise à feu, enfoncement de la cage thoracique, du crâne avec lésions méningées, cérébrales, de la moelle épinière. C'est ainsi qu'allait mourir dans d'atroces souffrances le constructeur Louis Renault que j'ai cité précédemment. Lésions de l'œil aussi, viol de femmes et de fillettes promenées nues. Un résistant excédé par les exactions et les crimes monstrueux des épurateurs, Jean Lacipieras dénonça ceci en 1949. Le bourreau met nu un officier de réserve âgé. Il le bat, le couvre d'excréments, puis le force à exécuter des scènes excentriques à la grande joie du public, parce qu'il y avait un public en plus. Puis il obligeait un milicien qui avait survécu de nettoyer les restes de boyaux et autres bouts de cervelle. Chose toute assez sympathique, ma foi. Comme d'autres types de tortures, on y trouve des hommes empalés vivants, à la méthode barbare de la Chine antique, le fait de couper des oreilles. Il eut même le cas d'une fille de 14 ans violée sous les yeux de ses parents, qui eux étaient retenus par d'autres résistants.
Donc résistant, vous comprenez ce que vous voulez à la place. Il y eut même dans certaines régions françaises des chiens entièrement dressés spécialement pour violer des femmes, simplement parce que mariés à un collabo ou un Allemand par exemple. D'autres ont eu droit au peloton d'exécution, dont certains étaient fusillés uniquement dans les parties génitales, puis jetés dans un puits abandonné en étant mourants. Les paysans horrifiés racontaient encore l'événement. Ils les entendaient crier et agoniser nuit et jour au fond du puits. C'est le cas de l'abbé Mandarou, par exemple. Si bien que dans les milieux catholiques, quand certains recherchent le méchant nazi, un peu comme les intellectuels juifs le font, il faut savoir que les dits résistants en ont massacré autant. Alors, comme autre cas, est ressorti aussi celui d'un homme fusillé alors qu'il était en train de se recueillir sur la tombe de sa femme. Il y a aussi le cas de ce bébé de 18 mois abattu au revolver par un maquisard. L'abbé Desgranges, lors d'un sermon, rapporte aussi qu'un père de 4 enfants, vendeur de journaux au kiosque, a été tué car il vendait les journaux de l'occupation, c'est-à-dire comme tous les kiosques de l'époque. Le 19 août 1944, en Haute-Savoie, il y eut une capture de miliciens placés en détention pour être torturés pendant 4 jours. Coups de poing, coups de pied, coups de crosse, coups de fouet, absolument sur toutes les parties du corps, parties génitales comprises, pour être finalement jugés puis mis à mort pour la plupart. Le public était non seulement admis mais convié. Il est ramené que Léon Lacroix, un jeune âgé de 16 ans, s'est vu proposer la vie sauve s'il acceptait de fusiller de ses propres mains André et Joseph Lacroix, ses 2 frères. C'est une constante d'ailleurs chez ces socialo-marxistes qui sont anti-chrétiens de se faire plaisir en se vengeant sur ces miliciens qui, très souvent, en plus d'être des nationalistes, étaient de fervents catholiques. La milice française, pour rappel, était chargée à la base de soutenir la Révolution nationale et la population française. Par exemple, dû aux perquisitions des divers vendeurs de drogue internationaux, les bénéfices étaient utilisés à des fins d'aide envers la population, notamment les nourrir. Il faut savoir ces choses-là. Comme assassinat de grandes personnalités, on pourrait en citer beaucoup, mais j'en citerai un, celui de Philippe Henriot, qui était secrétaire d'État à l'information, donc pour les résistants collabos de la première heure. Et il était, disons, assez facile à avoir puisqu'il ne possédait aucune garde, il marchait dans les rues seul. Et il a été abordé par 3 maquisards qui se faisaient passer pour miliciens, et une fois invité chez lui, l'homme a été abattu par la mitraille sous les yeux de sa propre femme qui était terrorisée. Le pire des atrocités, et c'est sans doute la dernière que je citerai, est sans doute la torture de ce monarchiste, décrit par le quotidien MRP L'Aube du 16 novembre 1950. Christian de Lorgenil, père de 5 enfants, ancien officier, chevalier de la Légion d'honneur, titulaire des croix de guerre françaises et italiennes et de la médaille de Verdun, volontaire en 1939, etc. pour parler de la personne, et les vêtements, a été décrit dans Écrit de Paris de décembre 1950 par Jean Pléière, un démocrate chrétien. Parce qu'il était monarchiste, les ignobles individus l'ont arrêté le 22 août 1944, complètement nu. Le malheureux dut d'abord s'asseoir sur la pointe d'une baïonnette, puis il eut les espaces métacarpiens sectionnés, les pieds et les mains broyés. Les bourreaux lui transpercèrent le thorax et le dos avec une baïonnette rougie de feu. Le martyr fut ensuite plongé dans une baignoire pleine d'essence à laquelle les sadiques mirent le feu. Leur victime s'étant évanouie, ils la ranimèrent en l'aspergeant d'eau pour répandre ensuite sur les plaies du pétrole enflammé. Le malheureux vivait encore, il ne devait mourir que 55 jours plus tard dans des souffrances de damnés. Et c'est ce genre d'événement dont est responsable, je le rappelle, la radio de Londres, qui de plus réagira toujours dans ses mauvais coups en soutenant et même en exigeant la libération pour ceux qui étaient enfermés de ces hommes qui ont commis des massacres. Donc vous voyez comment nos ennemis humanistes sont prêts, jusqu'où ils sont prêts à aller. L'épuration, qui est un mauvais terme, puisque ce sont les purs qui ont été
épuré, ce sera 1 million de Français jetés en prison, et plus de 100 000 morts. Pour être plus exact, 105 000 des deux côtés d'ailleurs, c'est le chiffre officiel regroupant tous les morts, selon le ministre de l'Intérieur d'alors, Adrien Tixet, qui donnait ce chiffre le 4 novembre 1950. Et les mêmes chiffres ont été donnés au journal officiel par François Mitterrand en 1949. La libération a donné lieu à une autre occupation, puisque l'armée américaine est arrivée par la suite. Et c'est d'ailleurs une armée qui, elle aussi, a commis des exactions. Et il y a un documentaire assez récent, peut-être vieux d'1 an, qui se nomme La face cachée des libérateurs, où justement il montre ces exactions, notamment encore des viols. Et à propos d'Américains, Bad Reichenhall, nommé aussi le massacre de Karlstein, s'est perpétré le 7 mai, alors que c'est le même jour de l'armistice, qui a été signé à Reims, que les Américains ont donné l'ordre de cesser le feu le 4 mai et que les combats ont cessé partout en Allemagne. Le 7 mai 1945, 12 soldats français de la 33e Waffen-Grenadier Division de SS Charlemagne se retrouvent complètement fatigués et blessés face à la 2e division blindée du général Leclerc. Ils se rendent en déposant les armes sans chercher à combattre, et malgré qu'ils se soient rendus et qu'ils sont donc protégés par la Convention de Genève qui stipule que nous n'avons pas le droit d'assassiner un militaire qui s'est rendu prisonnier, on a simplement le droit de l'enfermer, le général Leclerc les considérant comme traîtres en uniforme allemand, alors que lui était d'ailleurs en uniforme américain. C'est pas très français tout ça, vous me direz. Ils les ont fait fusiller par groupe de 4 dans une clairière par d'autres Français, et ne leur accordant préalablement rien, si ce n'est l'assistance d'un prêtre. Le père Maxime Gaume, qui est à ce jour le seul témoin connu de l'exécution, était au service de la 2e division blindée. Il témoigna dans la revue Historia, hors série numéro 33 de 1973, un numéro qui était consacré entièrement à la Waffen-SS. Et c'est ce qui fait du général Leclerc un criminel de guerre, puisqu'il n'a pas respecté la Convention de Genève. Vous avez Metapédia, qui est un site intéressant, même si c'est, disons, du Wikipédia++, il est de notre bord, et c'est un site assez référencé, donc on peut trouver des choses intéressantes. Je vous le recommande plus que Wikipédia, en tout cas. Maintenant, le cas de la marine nationale sous le maréchal Pétain. Malgré la guerre mondiale et l'occupation, il faut savoir que la marine nationale reste entière, d'où la possibilité d'avoir encore une grande liberté d'action au sein de notre empire colonial. Les Allemands ne s'y attaquaient d'ailleurs pas, c'était un gros morceau, et au point que l'on se pose même la question que si la marine nationale s'était ralliée au Troisième Reich, ils auraient sans doute gagné et les nationalismes auraient perduré après 1945. La marine était alors commandée par l'amiral Darlan, qui s'était mis d'accord avec le maréchal, et contrairement à l'armée de terre et d'autres personnalités comme Darlan, la marine est restée tout au long de la Seconde Guerre mondiale avec l'allié officiel anglo-saxon, qui étaient malheureusement des démocrates. Il faut savoir que si l'État français, malgré la mauvaise situation dans laquelle il se trouvait, de guerre mondiale et d'occupation, il a pu persister grâce pas seulement à ses cadres doctrinaires et autres, mais à ses cadres militaires. Et la marine a fourni un grand nombre d'amiraux pour ça, qui ont prêté allégeance au maréchal. Et donc voici maintenant les massacres contre cette marine, avec divers cas d'amiraux. Vous pouvez lire à ce sujet le livre 11 amiraux dans l'ouragan d'André Figueras. Il a aussi participé à André Figueras, 2 émissions de Radio Courtoisie du temps de Beketch, dont une des deux est dédiée à ce livre, il me semble bien. Celui de l'amiral Charles Platon, présenté par les documents de la marine comme un officier de valeur exceptionnelle. Il est protestant, décrit par son entourage comme un homme de conviction. Il a été très vite dans le viseur des communistes, d'ailleurs depuis 1936, réprimé par le Front populaire pour avoir salué un navire rallié au général Franco lors de la guerre civile d'Espagne, qui opposait les nationalistes espagnols de Franco aux rouges espagnols.
Il était ministre de l'État français et il tenait un rôle à risque, à savoir avoir le contrôle des sociétés secrètes, veiller à leur rétablissement, dont la franc-maçonnerie. Indisposant Pierre Laval, il a renvoyé l'amiral dans sa résidence en Dordogne. Milieu de maquis rouge, les FTP ne tarderont pas à mettre la main sur lui, puis la chose se racontait encore à voix basse dans le village. Il écartelèrent entre deux tracteurs. Excuse-moi, ils ont attendu l'épuration aussi pour faire ça, ou ça a été au cours de la guerre? Non, c'était au cours de la guerre. L'amiral André Marquis, que l'on peut décréter d'ailleurs comme un résistant pétainiste, au sens où il était anti-allemand. Et les Allemands lui ont toujours... il a toujours déplu aux Allemands, il ne leur a jamais obéi. Et pourtant, lui aussi, il a été jugé, condamné, emprisonné par la justice gaulliste, comme quoi être membre de l'État français sous Pétain, c'était déjà être collabo. Vous comprendrez que là, le collabo, en fait, n'est pas celui qui collabore avec un occupant méchant, non, celui qui collabore avec le maréchal Pétain. Pierre Laval, pour y revenir, qui est l'homme de la collaboration franco-allemande d'ailleurs, et qui a fondé la milice, venait du SFIO, c'est-à-dire la gauche française de l'époque. Et c'est de là qu'il a dû avoir certainement de nombreux amis francs-maçons. Et voici ce qu'on y trouve d'ailleurs dans la maçonnerie de Philippe Loncarnassac, la première édition. Il citait un autre livre, je cite: révélateur des influences qui jouaient sur l'État français, il faut souligner le coup de chapeau de messieurs Goldschlager et Lemaire à certains membres de Vichy. Ce sont des francs-maçons belges et le livre se nomme Le complot judéo-maçonnique. Un livre comme quoi qui nie ce complot alors que les contributeurs de ce livre, où ils sont 5 ou 6, étaient entièrement des francs-maçons. Donc il salue et il tire son chapeau à ceux qui pourchassent moins sauvagement les initiés qu'en France occupée, où le service des sociétés secrètes exerce une surveillance pointilleuse. Si les milieux catholiques et les proches de l'Action française, comme l'amiral Platon, conservent toute leur prévention contre les frères, des responsables politiques tels Pierre Laval n'inscrivent pas la lutte anti-maçonnique au rang de leurs priorités essentielles. Le chef du gouvernement suspend même, au coup par coup, l'application de l'interdiction qui concerne les francs-maçons, et près de 2000 d'entre eux sont réintégrés en 1943, puisque le président Laval prenait d'autant plus d'ampleur que le maréchal Pétain et avait supprimé les corporations de métier pour y laisser place au Parlement de 1943. Donc on aperçoit qu'il a amené plus de 2000 francs-maçons par la suite. Maintenant, l'amiral Jean-Pierre Esteva, qui est décrit comme très catholique, ce qui lui vaut le surnom de le saint de la marine, est né le 14 septembre 1880, le jour de l'exaltation de la Sainte-Croix. Il est devenu amiral en 1937. L'État français le nomme résident général en Tunisie. Sa condamnation par les libérateurs sera notée par Figueras comme une catastrophe vis-à-vis des indigènes, puisqu'il y était très apprécié, il incarnait quelque chose de grand à leurs yeux, la France coloniale. Lors de l'invasion allemande sur ces territoires, donc la Tunisie, il refusa de partir, mais afin de ne pas leur céder la place. Puis durant l'occupation allemande de la Tunisie, il se devait de recevoir des militaires allemands dans son bureau, mais il ne leur a jamais obéi. Il n'a jamais obéi ni à leurs demandes ni à leurs ordres. On peut le voir dans toutes ses lettres qu'il était d'ailleurs pour les Alliés lui aussi. Et il a quand même été condamné pour collaboration avec l'ennemi. C'est l'allégeance avec le maréchal Pétain, c'est-à-dire. Et chose amusante, façon de parler aussi, c'est pas drôle, comble du comble, lui, le défenseur de tous, les Tunisiens, les Français, les Anglais, les Juifs, les communistes, les francs-maçons. Il fut jugé, comme il le note dans sa propre lettre quand il était incarcéré, il fut jugé par ceux-là même qu'il protégeait. Donc vous comprendrez que donner des leçons de patriotisme à ses amiraux, c'est une vaste blague, et que visiblement nos ennemis, même si on les aide, sont prêts à nous enfermer en réaction, à nous faire enfermer. Et j'évoque les Alliés, mais c'est vrai que tout dépend des circonstances, puisque comme les anglo-saxons étaient des démocrates et que c'est la négation même du nationalisme, il convenait d'éviter cette collaboration aussi. Judéo-maçonnique aussi.
qui sont des éléments contraires à ce que nous sommes lorsqu'on écoute quelqu'un comme Vincent Peillon par exemple. L'amiral Georges Robert, qui physiquement lui ressemble à Charles Maurras, c'est assez amusant, lui qui n'avait vu ni un Allemand ni même un Japonais, pour faire référence à l'axe de son proconsulat, puisqu'ils ont eu des responsabilités aux Antilles, lui qui a su préserver son territoire, ses bateaux, lors de la Banque de France, alors même que Laval et le maréchal lui demandaient de couler ses bateaux afin d'éviter que l'ennemi les prenne, il ne le fit pas et tout resta intact. Donc il a bien agi et non sans audace, malgré quoi il n'a rien à se reprocher, et pourtant la haute cour, la même, le révoque sans pension, avec 10 ans de travaux forcés. Il fera tout de même pas 10 ans, peut-être quelques années, je ne me souviens plus très bien tout de même. Il est frappé aussi de dégradation nationale, comme d'autres, et qui signifie que l'amiral en question, sa distinction lui est retirée, son grade d'amiral aussi. Et aussi, les impôts de ces amiraux qui ont eu la dégradation nationale sont majorés de 10%, les leurs et ceux de leur famille. C'était les méthodes de la pègre gaulliste, si vous voulez. Et donc tout ça, comme les autres, sous prétexte qu'il n'a pas rejoint le colonel Micro. D'ailleurs, c'était leur argument, ils disaient que rejoindre Pétain, c'était indirectement aider les Allemands. Voilà leur conception. Et donc Figueras utilisera l'expression de coupable de non-gaullisme. Vous êtes non-gaullisme? En tôle. L'amiral Paul Offand, qui était un écrivain, il écrit la marine française pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait sous Pétain le rôle d'écarter les mauvais serviteurs, si vous voulez, les bien-pensants. En août 1944, Pétain le fit envoyer auprès du vainqueur, De Gaulle, afin d'éviter, je cite, les continuelles rancunes et guerre civile. Guerre civile encore, merci De Gaulle. Ne voulant rien entendre, il déclarait que si l'amiral se présente dans son bureau, il serait arrêté illico presto. Si bien que l'amiral, d'ailleurs, fera plus tard de la prison, lui aussi. Il était chargé de négocier les cargaisons de nourriture malgré le blocus anglais, parce que le blocus financier était anglais en plus, et les négociations avec les Allemands. Si les Français ont pu manger de 40 à 42, il faut savoir que c'est pas seulement grâce à la milice, mais aussi à nos marins français qui ont pu gérer ces cargaisons de nourriture. Et ça, c'était de vrais actes de résistance, je veux dire, pas comme les actes des gaulo-communistes qui finalement, tout ce qu'ils voulaient, c'était prendre le pouvoir en espérant un appui financier et politique de Moscou, dont certains axes aura été de faire sauter des trains français, ou encore d'abattre un officier allemand en pleine rue, ce qui était une idiotie. J'ai un cas familial, mon père vient du Tarn, et il a eu cette histoire donc, de 2 officiers allemands fusillés en pleine rue dans la nuit, et qui a fait qu'en réaction, dès le lendemain, des officiers allemands faisaient le tour du village en entrant dans diverses maisons, afin de choper le père de famille et le fusiller. Alors une chance pour mon grand-père qui avait prévu la chose, a pu fuir, comme d'autres avec ses amis dans un village avoisinant. Et vous voyez comme quoi l'expression de résistant mais vrai coquin est bien trouvée. Et voilà donc en très résumé comment nos amiraux français qui s'étaient pourtant dévoués entièrement à la patrie ont été déshonorés, spoliés, enfermés dans des conditions lamentables. Vous avez tout ça dans le livre. Et ont reçu d'ailleurs de perpétuels courriers de haine et plus d'affinités. Pour traiter des diverses affaires qui ont entouré la marine, et surtout du côté anglais, l'opération Catapulte, opérant le 3 juillet 1940, la saisie simultanée, je cite, la prise sous contrôle, la mise hors de combat définitive ou la destruction de tous les bâtiments français susceptibles d'être atteints. Atteint signifiait atteint soi-disant par les Allemands. C'était le prétexte pour pouvoir détruire la marine française, le prétexte anglais, une excuse bidon, puisque l'armistice stipulait, je cite, que notre flotte, une des plus puissantes et qui n'avait pas été vaincue, est libre. De plus, Hitler de son côté avait déclaré solennellement, je cite, qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser pendant la guerre à ses propres fins la flotte de guerre française, donc tout y est, et le même mensonge sera employé lors du catastrophique sabordage de la flotte française à Toulon le 27 novembre 1942, encore une fois dû à la complicité du clan de Gaulle
et avec l'aviation et la marine anglaise. Après l'opération Catapulte vient l'affaire qui suit, l'affaire de Mercel-Kébir, et non la bataille de Mercel-Kébir. Là, pour revenir à Wikipédia, il faut voir qu'ils appellent ça la bataille, alors que vous allez voir ce que c'est pas du tout une bataille. Le 3 juillet 1940, dans le port de Mercel-Kébir, donc en Algérie française, les Anglais font couler les bateaux d'un port français en les bombardant sans aucune déclaration de guerre. Ils sont arrivés, ils ont bombardé des bateaux français, certainement, causant la mort en tout de 1927 marins français en moins d'une semaine. Enfin, pas tous français, il devait aussi y avoir des marins de notre empire colonial. Et toujours avec le même faux prétexte, les Anglais et le clan de Gaulle disaient, sous prétexte que ces bateaux ne soient pas sous l'emprise allemande par la suite. Et après, même s'il est vrai que de par les traîtrises anglaises, l'idée de retournement d'alliance au sein de la marine nationale a aussi existé, c'est-à-dire de, plutôt que rester du côté anglais qui avait commis ces massacres, se pencher directement du côté allemand. Après de l'ampleur, elle n'a jamais été majoritaire, disons. L'amiral Darlan, assassiné à Alger d'ailleurs, avait promis aux Alliés et avec le maréchal de ne jamais livrer notre marine aux Allemands. Et d'ailleurs, ça devait être aussi sans doute parce que la majorité des partisans du maréchal Pétain étaient évidemment hostiles à l'occupation. D'avoir une occupation militaire chez soi, c'est jamais quelque chose qui fait plaisir à personne. Pour conclure sur ce sujet, à propos de la Seconde Guerre mondiale, comme la Grande Guerre, donc la Première Guerre mondiale a d'ailleurs servi à abattre les monarchies européennes, c'est ce que l'on retrouve dans la convention, dans le convent maçonnique, le couvent est catholique, le convent est maçonnique. Le convent de 1917, cité par Léon Poncin, c'était vraiment d'abattre les monarchies européennes. C'était pas... Et si bien que le gaullisme finalement n'a jamais été qu'un néo-jacobinisme qui voulait sauver la République maçonnique en danger, de même que les Jacobins ont sauvé la République en danger. La patrie en danger, ça voulait dire la République en danger. Ils étaient plus hostiles à la monarchie et à ses traditions qu'au pouvoir de l'étranger des monarchies européennes qui allaient réagir contre eux. Donc la Seconde Guerre mondiale, pour faire le parallèle, aura servi à vaincre les régimes nationalistes du XXe siècle, tout simplement, qui est d'ailleurs, d'une certaine manière, une résurgence de la monarchie, puisque contre-révolutionnaire. Et c'est l'alliance du libéralisme et du communisme, d'ailleurs, qui les a vaincus. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment ils se sont alliés lors de cette guerre, puisque à la fin, en 1945, c'est Staline, Churchill et Roosevelt qui se réunissent sous la dépouille d'Hitler. Si les anglo-saxons n'étaient pas plus du côté communiste que hitlérien, ça serait Staline à la place d'Hitler. Ou plutôt Hitler serait à la place de Staline. Et c'est comme ça qu'ils ont mis fin au Troisième Reich, sans quoi l'Europe serait restée nationaliste aujourd'hui, puisque chaque nation européenne l'était. Tout l'Europe de l'Ouest, même la Roumanie et des tas d'autres pays. C'est après 1945 seuls Franco et Salazar qui persisteront, puisqu'ils n'ont pas participé directement à cette guerre, mais ils resteront isolés des autres nations, puisque toutes les autres seront vaincues, seront revenues au libéralisme et au principe de 1789, et qu'en plus, ils n'avaient même plus vraiment d'appui de l'Église catholique qui se modernisait de plus en plus. À propos de Salazar, j'aimerais revenir sur un petit mensonge, puisque là aussi nos détracteurs et les grands médias disent que c'est un dictateur. Mais c'est un mensonge. Il n'a même pas été chef d'État, il a toujours été Premier ministre. Il s'est simplement toujours bien entendu avec les présidents de la République portugaise. Donc comment traiter de dictateur un homme qui n'était même pas un chef d'État, quoi, si vous voulez. C'est pareil pour Mussolini qui n'a même pas été dictateur jusqu'en haut de la pyramide, puisqu'il a, traité avec la monarchie italienne durant tout le vingennio fasciste. Et alors pour revenir aussi à la légalité du régime de Vichy, selon leur expression, puisque c'est un régime légal passé par la Chambre des députés,
Vous avez une vidéo qui est intéressante qui se nomme En finir avec les mythes gaullistes. Elle est de Vincent Renoir et je la recommande malgré que le personnage soit assez curieux. Nous avons avec M. Poncart-Dassac publié un dossier à ce sujet. Dans ses divers entretiens vidéo, il y a une vidéo qui se nomme sur Alain Soral où il précise qu'il est pour l'euthanasie. Dans les commentaires de cette même vidéo, il précise aussi qu'il est plutôt pour l'avortement. Et aussi, et surtout, il nie le complot judéo-maçonnique, l'alliance des juifs et des francs-maçons, disons. Alors, il le nie en disant que, en fait, ça n'est pas un complot parce que c'est un projet affiché. Si on lit les bons livres, on peut comprendre la chose. Mais seulement, c'est pas grand public. On n'en parle pas dans les grands médias. Donc c'est un complot dans cette mesure. Et ces gens qui se concertent entre eux afin de projets politiques mondiaux, on appelle ça un complot, excusez-moi. Ensuite, le deuxième de ces arguments, il dit que c'est le peuple qui est responsable parce qu'il ne réagit pas, ou nos milieux restreints qui sont responsables parce qu'ils ne réagissent pas. Alors ça peut être vrai dans une certaine mesure, si on a des moelleux chez nous ou autres, mais enfin il y a quand même, je le répète, des gens qui se concertent afin d'établir un gouvernement mondial, n'est-ce pas? Et ça en plus, nier le complot judéo-maçonnique quand on est un révisionniste, alors que vous m'excuserez, quand on est révisionniste, souvent c'est un peu contre les juifs qu'on fait quand même. Et bien il nie le complot mondialiste, quoi. Alors c'est pourquoi avec M. Poncart-Dassac on le surnomme Valentin le désossé du Moulin Rouge. C'était... vous connaissez. Un peu long, ça. Voilà, c'est ça. Bah, révisionnisme à la négation du complot judéo-maçonnique, c'est le grand écart, n'est-ce pas? Alors maintenant, le cas de De Gaulle au pouvoir et sa 5e République, disons que si l'on devait poser le pour et le contre de son œuvre, le contre pèserait très lourd. Peu de choses sont positives, on lui doit peut-être la découverte de la bombe nucléaire, si on considère que c'est un aspect positif, mais après ça peut être utile à la possession comme moyen de dissuasion et de défense face à des adversaires, qui d'ailleurs n'hésiteront pas à recommencer des Dresde ou des Hiroshima et Nagasaki, n'est-ce pas? Il a défendu l'or des Français face aux Américains, c'est vrai, comme Pétain l'avait défendu face aux Allemands, et contrairement à d'ailleurs Nicolas Sarkozy qui l'a rendu au cartel financier durant son quinquennat. Et sur la même ligne, il s'opposait aussi sur l'hégémonie américaine de l'OTAN, entre autres choses, mais seulement s'il n'y a qu'une politique extérieure qui est intéressante, c'est bien que la politique intérieure en France, il n'y a rien. Il va rétablir les droits de l'homme, les conceptions antinaturelles, anti-hiérarchiques, égalitaristes qui vont avec de la société dès la Constitution de 1958. Il a continué à condamner par contumace tous les nationalistes qui ont dû fuir la France pour échapper aux foudres de ces lois. C'est le cas de Jacques Poncart-Dassac ou de Jean Hopт, par exemple. On lui doit le relais de cette phrase imbécile, dirant, je cite, disant « Le patriotisme, c'est l'amour de son pays, et le nationalisme, c'est la haine de celui des autres. » Alors que le nationalisme est une doctrine, c'est pas un sentiment idiot, et que le nationalisme est une réaction de défense face aux idées néfastes qui envahissent une patrie de l'intérieur, les idées néfastes étant celles de 1789 tout simplement. Et à la différence du patriotisme qui lui ne défend en fait que le territoire national. C'est si une armée étrangère est envoyée aux frontières françaises, on envoie la nôtre. Le patriotisme c'est simplement ça. Voilà, pour reprendre la citation d'un nationaliste qui n'est pas encore très connu, disons que le nationalisme est à la nation ce que le français est à la France. Et De Gaulle, donc pour revenir à cette 5e République, puisqu'il en est le fondateur, il a fait naître ce système démocratique et séparateur qui divise le peuple en différentes entités politiques. C'est pas seulement un bipartisme avec l'UMP et le PS, puisqu'il y a aussi une extrême gauche et une extrême droite officielle. C'est encore plus diviseur. Diviser pour mieux régner, vous connaissez la chose.
Il nous dira sans doute aussi que De Gaulle est le moins pire de la lignée des présidents de la Ve République. C'est possible, mais il n'empêche que c'est lui qui l'a fondé et qui a donné cette suite calamiteuse que l'on sait, avec des Pompidou jusqu'à François Hollande, n'est-ce pas? De même que le baptême de Clovis a donné par la suite, avec sa lignée et la royauté française, la France très chrétienne. Voilà, De Gaulle a donné la démocratie libérale et communiste. Ça aussi, c'est un point important. Nous sommes passés, si vous voulez, de Saint-Louis, Bayard, Sainte-Jeanne d'Arc à Nicolas Sarkozy. Aussi, De Gaulle, dû à ses alliances avec les communistes, c'est à lui que nous devons les débuts du gauchisme intellectuel qui persiste encore aujourd'hui, qui aboutit d'ailleurs à un gauchisme ultra-cosmopolite. C'est la mainmise socialo-marxiste sur l'appareil administratif, qu'il soit éducatif, syndical et culturel. Et le problème, c'est que les forces marxistes qui sont aussi un facteur de désunion, puisqu'ils propagent une guerre civile sociale au travers de ce qu'ils appellent la lutte des classes. Comme la démocratie, le marxisme sépare le patron et l'ouvrier, et je vous renvoie comme vrai remède au libéralisme, non pas le marxisme effectivement, mais les corporations de métier, la structure corporative, qui est un compagnonnage de bonne entente entre patron et ouvrier, si vous préférez. Et ce n'est pas un hasard, donc si mai 68 éclata avec des éléments aussi trotskistes, il y avait, Cohn-Bendit est le plus connu, mais il y avait aussi une vingtaine de judéo-trotskistes qui ont pris le pouvoir dû aux alliances de Gaulle avec la gauche de l'époque. Et je voudrais pas faire une critique primaire du socialisme, c'est une idée intéressante. Je rappelle que le terme de national-socialisme n'est même pas allemand, c'est Édouard Drumont, un intellectuel français qui l'a employé pour la première fois. Et c'est principalement dû à sa déclaration lors de la conférence de presse du 27 novembre 1967 qui le fit mettre à la porte, De Gaulle. Parlant du peuple en ballottage, comme nous l'appelons ici, comme je cite, un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. Et on doit sûrement y voir là qu'il reconnaît implicitement cette fait entièrement dominée par les Juifs, comme on voit ses alliances à Londres. De Gaulle, c'est aussi le rétablissement de la franc-maçonnerie qui a été condamnée sous Pétain. Voici ce qui est écrit dans Le secret des francs-maçons de Jacques Ploncart-Dassac, en page 166-167. À quelques jours de distance, le grand maître du Grand Orient, Fred Zeller, et celui de la Grande Loge, Richard Dupuis, avaient fait quelques confidences à un journal d'un caractère assez particulier et confidentiel, Europe Parlement, destiné à la classe politique, numéro qui était sorti vers 1963 de mémoire. Un aveu du grand maître du Grand Orient doit d'abord retenir notre attention. Sous De Gaulle, le Grand Orient disposait de 150 affiliés à l'Assemblée nationale et au Sénat, contre 350 sous la Troisième République. Pourquoi cette déperdition? Parce que l'ordre maçonnique a été, selon l'expression de Fred Zeller, dissous, persécuté, déporté. Cela leur a infligé, toujours selon Fred Zeller, 20 ans de retard. Puis Jacques Ploncart-Dassac commente: ainsi, la dissolution de la franc-maçonnerie en 1940 par le gouvernement du maréchal Pétain avait porté un coup sévère à la maçonnerie, ce qui prouve que l'on peut bel et bien briser cet État dans l'État. Maintenant, à propos de notre empire colonial, je commencerai par préciser que c'est vrai que l'Église catholique au début était plutôt contre ce projet et a été par les républicains ensuite entraînée pour pouvoir... l'Église en a profité pour pouvoir évangéliser ces populations, malgré que la Troisième République a tenté de lui mettre le plus possible des bâtons dans les roues. Puisque nous avons fait donc cette épopée coloniale, nous catholiques, face à des musulmans qui étaient en fait instigés par une république laïque. Donc ils venaient chez eux des irreligieux, ce qui les gênait grandement d'ailleurs. Et c'est pareil pour l'Action française, qui était contre ce projet à l'époque,
puisque selon eux, ça a détourné les forces de la jeunesse française qui auraient pu être actives en France en leur donnant au loin des aventures coloniales. À propos de l'Algérie française, d'ailleurs, le Maghreb, il faut savoir, durant la Seconde Guerre mondiale, était entièrement pétainiste. C'est d'ailleurs le maréchal Pétain qui fut reçu à Alger, ce qui était une grande claque au gaullisme à l'époque. Et dès son arrivée au pouvoir, De Gaulle, à Alger, rétablissait le décret Crémieux, abrogé sous Pétain. Ce décret redonnait unilatéralement et en bloc la nationalité française aux seuls juifs d'Algérie, ce qui permettait aux juifs d'être avantagés administrativement et d'avoir plus facilement de hauts postes en Algérie, et non les musulmans qui pourtant étaient chez eux. Donc vous imaginez le choc que ça a dû créer entre ces deux communautés. Je ne vais pas traiter la question plus longuement, mais je vous renvoie à la conférence de Philippe Loncarnassac qui est titrée « Le rôle du décret Crémieux dans la détérioration des relations franco-arabes », où en 1 heure il vous fait le topo. Les conséquences de ce décret ne se firent pas attendre. François d'Orcival, qui est un transfuge de Jeune Nation d'ailleurs, rappelle dans Valeurs actuelles du 13 mai 2005 une chose intéressante. C'est que le 1er mai 1945, les manifestants à Alger, Oran, Mostaganem, criaient, je cite, « À bas la France, à bas les Juifs », tandis que la police tire sur eux. Lors des émeutes du 9 au 14 mai, les émeutiers criaient de façon révélatrice « À bas de Gaulle, serviteur de la Juiverie, à bas Churchill et les Juifs ». Et c'est les marxistes Adrien Tixier, ministre de l'Intérieur, et Charles Tillon, ministre de l'Air, qui feront massacrer ces milliers de civils. Des milliers parmi les civils. De Gaulle est le premier responsable de la mauvaise situation algérienne, puisqu'ayant fait capituler l'armée française, ayant ordonné l'abandon des pieds noirs et des harkis aux massacreurs du FLN, qui, je le rappelle, était marxiste, Front de Libération Nationale. Libération est un terme marxiste, avant en France on employait l'expression de délivrance. Et c'est pour ça que vous retrouvez nombre de communistes français qui ont collaboré avec le FLN. C'est tout simplement une entente entre gens de gauche, disons. Et il fit organiser les coups de rafale par le général Katz, aux origines sémitiques. Alain Rolla reconnaissait dans Le Monde du 7 août 1991 que dès le mois de juillet 1961, l'armée française commence à désarmer les harkis. Leur désarmement avait été promis au FLN par les autorités françaises. Ils seront exécutés avec leurs femmes et leurs enfants. C'est Philippe Loncarnassac dans La politique de juin. Le numéro est sur le net. Je crois que c'est De Gaulle, l'homme du 18 juin. Vous l'avez sur son site officiel. Qui retrace cette affaire de l'Algérie française. Il donne d'ailleurs les chiffres officiels des massacres qui varient selon les sources de 30 000 à 150 000 morts. À propos de la décolonisation et l'abandon de l'Algérie française comme de l'empire colonial en général, c'est signé De Gaulle. Durant la conférence de Brazzaville, c'est en République du Congo, du 30 janvier au 8 février 1944. Il fait l'éloge de la démocratisation de l'Afrique, il vante l'assimilationnisme républicain et projette la décolonisation qu'il appelle l'indépendance, comme Roosevelt, les Américains, le désirent et le fomentent. Les diverses décolonisations engendreront l'appauvrissement, le régressement du progrès en Afrique et bien sûr l'immigration massive que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est qu'en réaction à la décolonisation que, chose amusante si l'on peut dire, l'ancien colonisé remonte chez le colon haï pour survivre. D'autre part, le gaullisme, en lâchant l'empire colonial, a laissé toute la place en Afrique aux États-Unis, à Israël d'ailleurs et aux cartels financiers, qui n'ont contribué aussi qu'à paupériser encore plus ces populations. Et le fait qu'ils remontent massivement chez nous, disons, ce n'est pas un processus naturel, pas plus que c'est une bonne chose pour tout le monde, puisque ces étrangers sont dans l'anomie. C'est ce qu'on appelle l'anomie quand vous êtes dépendant d'un État qui n'est pas
d'un État qui est composé d'hommes d'État qui n'est pas de votre culture, disons. On pourrait dire que effectivement c'est le cas des Français de souche en France actuellement, puisque nos hommes d'État sont plus maranes au mieux, maranes ou juifs, n'est-ce pas? Ou francs-maçons. Toutes les décolonisations se sont faites dans le sang et la guerre civile, chacune avec ses différences, mais conduisant au même résultat, le déclin de la grandeur de la France. Idem pour le cas de l'Asie, que je connais un peu moins, mais disons qu'ils avaient laissé la place aux démocrates, pareil en Asie, et aux marxistes, dont le très sanguinaire Ho Chi Minh en Indochine, qui était, si vous voulez, une espèce de Robespierre asiatique. Donc le lâcheur d'Empire, De Gaulle, qui en 1916 s'est retrouvé à l'abri en Allemagne puisqu'emprisonné par Albrecht. En 1940, il se met de nouveau à l'abri en fuyant le théâtre des opérations pour se réfugier derrière les micros anglais. Et dans la tournante de mai 68, il s'est planqué en Allemagne sous la protection du général Massu. Toute sa vie aura été d'être un déserteur militaire et politique. C'est aussi une perpétuelle trahison de Gaulle. Du maréchal Pétain, son protecteur de toujours, des idées d'action françaises, parce que De Gaulle et son propre père étaient des abonnés au journal d'ailleurs. Il a été élève chez les jésuites, et même durant toute sa présidence, il a continué de se proclamer monarchiste. Pour faire un peu de doctrine, ce qui est sûr, c'est que le gaullisme n'est pas un nationalisme. Par simple constat, De Gaulle est l'homme qui a signé l'abandon de la souveraineté française de par ses alliances, je les ai déjà cités précédemment, privant ainsi nos ressources énergétiques et humaines reléguées à l'impérialisme anglo-saxon et aux coteries israélites tout simplement. C'est l'homme du ralliement aux idées de 1789, aux droits de l'homme, au rétablissement de la franc-maçonnerie, l'abandon de l'Empire français, qui engendra l'immigration massive, je le rappelle. C'est l'homme de la guerre civile franco-française durant la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle son action n'aura été qu'un néo-jacobinisme, comme je l'ai déjà dit, qui était un patriotisme de façade, en fait, pour établir une république qui est antinationale et anticléricale, puisque, disons que c'était plus l'Église et l'État, mais la franc-maçonnerie et l'État à partir de De Gaulle, et comme on le sait très bien, sous Giscard d'Estaing, la franc-maçonnerie avait toute sa place, qui est celui qui a été le président après De Gaulle. Le nationalisme, là, c'est tout le contraire. Il refuse les coteries, les réseaux, où le pouvoir serait partagé à d'autres communautés organisées ou quoi que ce soit. Il prend ses sources dans la contre-révolution. Le terme de nationalisme existe, a été créé, disons, par Adam Weishaupt, qui est un financier apatride judéo-maçonnique de la révolution de 1789, que l'on appelle révolution dite française. Il résidait d'ailleurs en Bavière, fondateur des Illuminés de Bavière, autrement appelés Illuminati. Donc c'est lui qui créa le terme en décrétant comme nationaliste ou partisan de l'amour national ceux qui étaient les contre-révolutionnaires de l'époque face à l'amour général dont il était et dont les loges maçonniques de l'époque étaient. L'amour général était la République universelle qui signifiait un gouvernement mondial. Donc il refuse les coteries, prend ses sources dans la contre-révolution et le pragmatisme aussi. Il vise à l'union, donc contrairement aux démocraties qui divisent le peuple, comme je l'ai déjà dit, et à l'homogénéité d'un peuple, pour qu'il y ait cohérence. Le gaullisme fait tout le contraire, c'est la pluie et le beau temps avec le nationalisme, et si le maréchal Pétain s'est sacrifié pour la France, nous pouvons dire que De Gaulle a sacrifié la France à son destin. Pour approfondir sur la critique du gaullisme, vous avez dans le nationalisme français de Philippe Concarnassac de régulières critiques au fur et à mesure des pages, et je vous recommande fortement ce livre. Pour traiter un peu d'actualité, comme quoi une référence à De Gaulle, je trouve que ce n'est pas une bonne idée du tout. Lui qui est donné en exemple de patriote dans nos manuels scolaires, universitaires et autres, qui est la figure de proue du néo-FN, comme vous le savez, avec les Florian Philippot et autres. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord pour qu'on y fasse référence dans le milieu restreint,
Et je trouve désolant que Civitas, au travers de son appel du 18 juin, qui a appelé à manifester le 18 à se rebeller, disons, le 18 juin dernier, en 2013, a fait une référence à De Gaulle pour la défense du mariage et de la chrétienté. Mais je rappelle à ces catholiques, qui j'espère m'entendront, que De Gaulle, c'est aussi l'homme de la pilule. C'est sous De Gaulle qu'est passée la pilule, qui, d'une part, est d'ailleurs un avatar de la pédophilie, je ne vais pas traiter de la chose, mais enfin, c'est clair et net, et d'autre part, la suite logique de l'avortement. D'ailleurs. La suite logique de la pilule, c'est l'avortement. L'avortement qui, là aussi, pour revenir à l'immigration, on nous dit qu'on a besoin de bras pour refaire la France ou ce que vous voulez, mais si on n'avait pas avorté, je crois que les chiffres maintenant s'élèvent à 7 millions de fœtus, de petits Français, ces bras seraient là actuellement pour travailler, n'est-ce pas? Et si je donne cette conférence, donc c'est pour vous livrer un certain flux d'informations et d'analyse, parce qu'il y a encore des gens, même dans nos milieux au sens large du terme, pour se revendiquer gaullistes. Certains sont même des gaullistes enragés, comme Nicolas Dupont-Aignan ou Florian Philippot. Et que je pense que ça vient du fait d'une méconnaissance du personnage et de son œuvre, que j'ai traité passablement. Et aussi de sorte que de cette manière, nous puissions amener ces gens au pétainisme ou tout simplement au nationalisme. Voilà. Donc n'hésitez pas à approfondir de votre côté les divers sujets que j'ai abordés, puisque je l'ai fait vraiment brièvement, au mieux j'ai traité l'essentiel. N'hésitez pas à faire tourner l'information, la conférence une fois en ligne, pour informer les gens. Et puis, si vous trouvez encore des gens gaullistes, encore gaullistes après ça, on ne peut rien faire pour eux. Merci de votre attention. Après, je pense qu'on a encore un peu de temps, si vous avez quelques questions, avant de prendre un verre en groupe, si vous voulez, avec ceux qui ont le temps et qui veulent. Voilà. Ne levez pas tous la main en même temps, s'il vous plaît. Non? Non? On s'arrête là? Allez. Romain, après réflexion, tu as une question? Comment ça se fait que tout le monde dit qu'il est général et Tu disais? Pourquoi tout le monde dit qu'il est général Alors qu'il est colonel. Il s'est autoproclamé général une fois à Londres, et disons que le mythe de la saga résistentialiste a perpétué la chose après-guerre. Mais vraiment c'est officiel, et c'est le président de la Troisième République qui l'a destitué de son grade. Il n'a pas été général. Donc c'est factuel. Et pourquoi toutes les plaques de rue, pardon, je sais pas, toutes les plaques de rue, le moindre rond-point, ça s'appelle ça le Charles de Gaulle, n'est pas souillé en France? C'est parce qu'évidemment les médias entretiennent, et les hommes politiques que tu viens de citer, entretiennent sa mémoire comme si ça avait été inventé. Évidemment. Après, je dis ça pour les jeunes parce que moi je suis né sous De Gaulle, ça rajeunit pas. Donc j'ai connu, hélas. Pardon? Des mêmes qui suppriment notre mémoire. Les portraits de gens à l'Académie française qui nous ressemblaient comme Charles Maurras ont été évincés. Et à l'inverse, je vais faire un peu d'ironie, parce que même la fuite radioactive s'appelle aussi Charles de Gaulle. Là? La fuite radioactive sur le porte-avions, le nouveau porte-avions. Ah, mais ça c'était Noé alors. C'est un honneur. C'est de l'humour radioactif maintenant. Alors, vous n'avez pas de questions, d'objections, quoi que ce soit? Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait 105 000 Français qui étaient morts. C'est pendant l'épuration ou Oui, dû à l'épuration. Pas la Seconde Guerre mondiale, juste l'épuration. Et d'ailleurs des deux côtés. Donc on met dedans aussi les miliciens qui ont réagi militairement, effectivement. À propos des bombardements des Anglais, en fait, c'est un jeune massacre, le bombardement sur les bâtiments français. Ah non, oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai que je ne peux pas tout dire non plus, sinon ça serait une conférence de 5 heures. Mais les Anglais ont même bombardé la France, effectivement. Et toujours le même prétexte ah oui, il ne faut pas que le bâtiment tombe entre les mains des Allemands. C'est toujours la même chose. On bombarde la France en disant attention, il y a les Allemands à côté.
Et ça aurait été quelqu'un d'autre que De Gaulle, ça aurait été fait quand même. En l'occurrence, il n'était pas chef de l'État, à ce moment-là, mais notre pays a été très définitivement abîmé à tout point de vue à ce moment-là. Enfin, donc maintenant. Oui, il est de plus en plus, bien sûr. Voilà.